Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite FAQ, j'ai mis une boîte à questions sur Instagram la dernière fois. On m'avait posé quelques questions, on va y répondre. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, c'est pas la joie en ce moment, c'est la trêve et en plus de ça, la dernière fois le Barça a perdu. Qui dit défaite, dit disparition. C'est comme ça, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Ça fait quand même longtemps. Enfin longtemps, ça fait au moins 3 ans que je suis sur YouTube. Je commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. On commence tout de suite avec une non-question de la part de la Frite qui dit juste « Conséquence de la limite de notre effectif », c'est exactement ça. C'est ce dont on parlait il y a encore quelques temps. L'équipe joue bien, le coach a mis en place de belles choses, les joueurs ça fonctionne, tout va bien en fait dans le meilleur des mondes. Et puis derrière par contre c'est assez limité parce que si on a un absent important dans l'équipe, on voit que l'équipe elle joue très différemment. Maintenant ça peut arriver, on peut aussi être inférieur sur un match, être moins bien physiquement, moins bien dans notre tête, moins bien joué, avoir un petit absent qui nous manque. Un être nous manque et tout est dépeuplé. Non mais Lamine Yamal qui nous manque et puis ça change un peu tout le système. Je pense que l'absence de Lamine Yamal a été importante, mais pas genre Lamine Yamal c'est Messi, tu vois. C'est lui qui aurait marqué un triplé, voilà, on aurait gagné. Pas vraiment ça, mais l'absence de Lamine Yamal, c'est aussi l'absence d'un ailier pur. Un ailier droit qu'on n'a pas dans l'effectif, mis à part Lamine Yamal. On en avait déjà parlé 500 fois. Le seul qui pouvait remplacer Lamine Yamal, c'était Rafinha. On sait que Rafinha à droite, c'est pas ouf. Et c'est potentiellement aussi peut-être Ferran Torres, dans le sens où Ferran Torres est aussi un ailier droit et que de base, Ferran Torres est un ailier droit. Quand il jouait à Valence et qu'il était le GOAT, il était ailier droit. On le sait qu'avec l'Espagne, il jouait ailier droit. Donc voilà, on sait que c'est un joueur qui peut jouer ailier droit. Ansu Fati, c'est pas le cas. Pau Vitor peut jouer ailier droit, mais c'est un joueur assez axial. Et puis Fermin Lopez n'est pas un ailier droit non plus. Donc c'est ça la vie quoi. C'est la vie qui veut ça. Donc il va falloir patienter parce qu'en plus de ça apparemment Lamine Yamal est blessé 2 ou 3 semaines. Donc on espère que c'est seulement 2 semaines et qu'il sera de retour, retour de trêve qui sera là. Si vraiment c'est pas une vanne, qu'il est vraiment absent 2 ou 3 semaines, ça va être compliqué le retour de la trêve. C'est tout ce que je dis. Ensuite on a Mobala Godoult qui dit salut, est-ce que c'était le bon choix de faire opposer Lamine Yamal avec un match aussi serré? Ce n'est pas un choix on va dire, c'est surtout une blessure de la part de Lamine Yamal apparemment. Une blessure pour Lamine, 2-3 semaines. Je sais plus exactement, il y a le Barça qui avait sorti un communiqué, donc c'est pas vraiment un choix du coach, on va faire souffler Lamine pour ce match-là, c'est vraiment, il pouvait pas le jouer ce match. Ensuite on a Al-Bashir qui dit « Inquiétant de se dire que le Barça se repose sur un gamin de 17 ans ». En fait, oui, par où commencer? C'est ça, par où commencer? Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui, par l'engouement du nouveau coach, les bons résultats, tout ça de ce début de saison, ils ont un peu oublié que le Barça était dans une situation assez compliquée il y a encore très peu de temps. Et on est toujours sur le retour de... il faut, tu vois, se construire aussi un effectif, se construire quelque chose, un nouveau projet pour, tu vois. Et je pense qu'avec l'arrivée de Flick, il y a une sorte de nouveau projet. C'est pas une nouvelle ère, tu vois, parce que la nouvelle ère, elle a démarré avec, pour moi, en vrai, avec Xavi et avec certains jeunes qui sont arrivés, surtout ça. La nouvelle ère, dans le sens où il y a des nouveaux jeunes de la Masia qui arrivent et qui vont être importants pour le club. Des mecs comme Koubarsi, comme Lamine Yamal, comme peut-être la Casado cette saison ou Bernal, comme Gavi il y a encore pas si longtemps que ça et Baldé par exemple aussi. L'arrivée de Pedri, bon ça date encore un petit peu avant, mais c'est surtout par rapport à ces jeunes-là qui sont vraiment importants pour le futur, qui pour moi hein, c'est ça vraiment la nouvelle ère du Barça. C'est pas forcément par rapport à un coach en soi, mais un coach ça va être un nouveau projet lui, par contre forcément. Il va arriver avec un nouveau projet, ça va marcher ou pas, mais en tout cas voilà. Donc il y a les résultats qui ont suivi et on a tendance à oublier que il y a pas si longtemps encore, il y avait des gros problèmes avec ces mêmes joueurs. La saison dernière on disait ces joueurs-là ne sont pas au niveau, voilà tout ça. Là ça marche depuis le début de la saison et c'est pas parce qu'on a perdu aussi un match les gars qu'il faut tout... c'est pas la catastrophe, ça peut arriver de perdre un match. La saison dernière on avait beaucoup plus de difficultés à gagner des matchs, on a quand même battu le Bayern et battu le Real en une seule semaine. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une chance d'avoir... alors oui,
On a eu des petits moments où on va marquer des petits buts un petit peu chanceux, tout ça, qui va donner un petit avantage psychologique peut-être ou dans un match. Mais généralement, c'est pas de la chance. Tout ce qu'on fait depuis le début de la saison, c'est du travail. Et ouais, c'est voilà, on fait un bon travail depuis le début de la saison. Les joueurs jouent bien, tout ça, c'est bien. Mais faut pas oublier d'où on vient. Et il y a encore peu de temps, Lewandowski marquait pas de but, Rafinha était pas aussi fort, et ainsi de suite. Et comme je l'ai dit, cette défaite-là, elle est pas catastrophique. Et puis pour moi, c'est pas forcément... le Barça se repose pas forcément sur un gamin de 17 ans, c'est pas ça le problème, c'est vraiment... Alors oui, forcément. De toute façon, oui, Lamine Yamal est celui qui apporte le plus, qui fait le plus de différence dans l'équipe. On le sait. Il suffit de regarder les matchs et on le voit direct. Puis on voit direct quand il est pas là. Mais c'est pas vraiment ça uniquement, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas uniquement Lamine Yamal en tant que tel, c'est aussi qu'on n'a pas ce poste-là et qu'on le voit quand il n'y a pas d'ailier droit, ben on essaie de trouver des solutions, des trucs de bricolage, mais ça fonctionne pas parce qu'il manque ce joueur-là pour que le système entier, on va dire, fonctionne bien. Tu vois, je pense que c'est aussi ça. Ce n'est pas uniquement ça ou ce n'est pas uniquement juste Lamine Yamal. C'est un peu plusieurs choses additionnées, quoi. Ensuite, on a Mode Boy qui dit: ne penses-tu pas que De Jong et Casado en même temps, c'est peu efficace? Franchement... difficile à dire. Quand Casado joue à côté de Pedri, c'est sûr qu'ils s'entendent très bien. Donc on peut avoir cette impression-là de dire bah, Pedri, Casado, ça fonctionne de fou et tout, c'est magnifique, tout va bien. Et puis après tu changes, tu mets De Jong avec Casado, il y a un mauvais match et on se dit direct, ouais, De Jong et Casado, ça marche pas. Bon, mais il faudrait voir de plus près, à la loupe, voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'ai sorti une analyse hier. Bon, l'analyse ne parle pas spécialement de Jong et Casado. C'est vrai que De Jong, il a fait un bon début de match, j'ai trouvé. Il y avait des espaces, il les prenait les espaces, il pouvait gambader un petit peu et gagner des mètres. Après, il y a eu un choc, il y a eu une petite blessure ou quoi. Et là, on l'a senti direct éteint, quoi. Tout simplement éteint. Mais il y avait des petits encouragements en début de match quand même. Je trouvais ça, même s'il n'a pas le physique encore, il n'a pas le rythme. On voit qu'il est un peu lourd à démarrer, qu'il se fait facilement un peu rattraper, accrocher. C'est pas le De Jong assez puissant qu'on avait la saison dernière en début de saison ou même la saison d'avant. Donc, mais après, est-ce que ça ne fonctionne pas tactiquement les deux en même temps? Ça, je sais pas, parce que les deux joueurs s'échangent beaucoup leur position. On voit De Jong des fois qui veut, on sait que De Jong il veut toucher énormément la balle et redescendre énormément. Il descend souvent au niveau des défenseurs. C'est comme ça. Est-ce que c'est une instruction du coach? Je ne suis pas sûr parce que c'est pareil avec Flick, qu'avec Xavi, qu'avec Koeman, qu'avec Valverde et Tutti Quanti en fait. C'est pareil tout le temps. C'est pareil tout le temps. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Maintenant, est-ce que la paire Casado-Pedri fonctionne mieux? Oui, clairement. Est-ce que Pedri est meilleur plus bas? Oui, clairement. Est-ce que Olmo est meilleur apporte plus à ce Barça-là qu'un autre joueur offensivement? Oui. Olmo, s'il est à 100%, tous les jours il doit être titulaire. Même si sa rentrée face à la Sociedad, elle n'était pas forcément exceptionnelle, mais il a apporté 2-3 trucs quand même. Et après, il manquait, comme je l'ai dit, il manquait quelque chose dans l'agressivité, tout ça, pour aller chercher la victoire ou quelque chose, un résultat, quoi. Ensuite, on a Abibi, je ne sais pas, qui dit: aller chercher un joueur pour remplacer Lamine dans le Barça B serait pas mieux que bricoler. Oui, sauf que le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas de joueur dans l'équipe B qui peut jouer à ce poste-là, qui est disponible actuellement, je parle. Parce qu'évidemment, sinon, il y a deux joueurs qui sont Dani Rodriguez et Tony Fernandez, mais ils sont blessés tous les deux. Et oui. Donc malheureusement, à l'instant T, on ne peut pas. Tony Fernandez, je l'ai annoncé, je vais faire un portrait de Tony Fernandez. Alors ce n'est pas une analyse, c'est un portrait, hein. Pas confondre portrait et analyse. Portrait, c'est plus le truc un peu perso, de parler un peu de la vie et un peu du joueur aussi, mais tu vois, un portrait quoi. L'analyse, c'est plus analyse tactique, voilà un peu ce qu'il apporte. Mais bref, donc j'ai dit que j'allais faire sur Instagram un portrait, j'ai proposé des noms, on m'a dit Tony Fernandez. Donc voilà, Tony Fernandez. En plus, il y a de l'actu qui est sortie, il y a une info qui est sortie comme quoi Flick, au retour de Tony Fernandez de blessure, il voudrait l'intégrer à l'équipe A pour faire souffler un peu Lamine. C'est des profils un peu similaires. Peut-être que Tony Fernandez est un peu moins talentueux ou a un peu moins de potentiel que Lamine Yamal, mais franchement, Tony Fernandez, c'est aussi très très fort. Donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on a Lucas qui dit: ce match, pourquoi ne pas commencer direct avec Olmo, Pedri à la place de De Jong qui n'est pas
pas au niveau? Bah tout simplement parce que Olmo était malade. Les gars, il faut aussi prendre en compte les formes des joueurs, quoi. Le joueur a été malade, a eu une gastro, problème de gastrique ou je ne sais quoi, quelques jours avant le match, genre 1 ou 2 jours avant le match. Donc il n'a pas pu forcément s'entraîner normalement. Et puis voilà, donc il n'est pas à 100%, donc jouer direct, voilà, c'est tout ça, quoi. Le coach doit faire des choix. Et prendre soin de ses joueurs, c'est aussi un choix. Et je pense que c'est le bon. Voilà, sur le terrain, après, ça nous avantage pas, mais c'est comme ça. Ensuite, on a Naël qui dit c'est notre seul mauvais match et on est puni, contrairement au Real. Confiant quand même, pas toi. Ouais, bon, après, le Real, ouais, je ferai pas du Real, mais c'est notre seul mauvais match. Non, non, il y a eu Osasuna où c'était quand même assez mauvais. Maintenant, Osasuna, il y avait énormément de rotation, donc ça peut se comprendre. Là, il n'y avait pas forcément énormément de rotation en soi. Quand on regarde l'équipe, on est censé faire un match correct, je dirais, au minimum. Potentiellement le gagner, mais ne pas faire un match aussi insipide, en fait. Ça par contre, oui. On peut pas trouver l'excuse de dire il n'y avait pas Lamine Yamal. Pour moi, c'est pas une excuse. Quand je dis Lamine Yamal a manqué à cette équipe, c'est pas une excuse, c'est une explication. C'est un fait pour moi. C'est pas une excuse de dire ouais, mais il n'y avait pas Lamine Yamal, c'est pour ça qu'on a perdu. Mais sinon, on aurait gagné, tu vois. Non, peut-être pas. Peut-être qu'on aurait quand même perdu le match. Mais c'est une explication de pourquoi l'équipe a moins bien fonctionné. Voilà, c'est un fait que moi je donne. C'est mon avis, quoi, en tout cas. Maintenant, il arrivera des matchs où on sera mauvais, d'autres matchs où on sera excellent. La saison est longue, hein, les gars. Je pense qu'il y en a beaucoup qui crient à la catastrophe à la moindre défaite. C'est fou. Je trouve ça fou. Faites comme moi. Détendez-vous. Mais oui, je reste confiant. Je reste assez confiant dans cette équipe. Mais comme je l'ai dit, ça peut tourner rapidement. Ça peut aller très vite dans le football. Et on va pas commencer à parler de crise. Alors les gars, on a fait une défaite. On vient de battre le Real et le Bayern. Ça veut pas dire qu'on a tout gagné. Enfin, il faut se croire trop fort. Mais il y a certains matchs qui nous ont donné un petit peu de confiance, nous, même en tant que supporters, de se dire ouais, on va pouvoir faire des choses cette saison quand même. Tout simplement. Bon, par exemple, Mohamed, j'ai pas envie de t'afficher parce que des fois, il y en a, je réponds à des questions et direct, il y en a dans les commentaires, ils sont agressifs. Soyez pas agressifs. Chacun a son avis, je préfère prévenir avant. Mais ça sert à rien d'être agressif dans les commentaires, les gars. C'est que du foot. Calmez-vous. Détendez-vous un petit peu. Prenez un petit petite tasse de camomille ou j'en sais rien. Petite verveine, petit pull de laine. Mohamed qui dit salut café. Salut Mohamed. Est-ce la défaite de trop? Frérot, on a perdu 3 matchs cette saison. On a perdu contre Monaco, contre Osasuna et contre la Real Sociedad, mais c'est tout. Donc la défaite de trop au bout de 3 défaites? Non, la défaite de trop pourquoi? Parce qu'après il a dit et aussi... Ah non, t'as dit et aussi, donc ça veut dire que c'est une autre question. De Jong et Fati, faut qu'il dégage. Bon. Bon, bref. Est-ce la défaite de trop? Non, on peut pas dire ça quand on est début novembre et qu'on est à 3 défaites. On peut pas dire que non, c'est la défaite de trop. Non, faut pas abuser, frérot. De Jong et Fati, faut qu'il dégage. Bon, bah voilà, c'est un avis encore une fois. Je sais qu'il y en a qui sont des grands défenseurs de Jong, d'autres qui en peuvent plus. Moi, j'essaie d'être un peu neutre dans l'histoire, même si je vais dire ça, il y en a qui vont pas du tout me croire, mais en vrai, moi, j'ai juste envie que les joueurs performent, en fait. Après, De Jong, on sait par rapport à son salaire et tout ça, mais ça, sans prendre ça en compte, juste le sportif, je pense que De Jong peut apporter à cette équipe, hein, clairement, s'il était à 100%, vraiment, et tout ça. Là, en ce moment, je pense qu'il est pas à 100%. Maintenant, dire que De Jong est un des meilleurs joueurs de l'équipe, je suis pas d'accord, par exemple, tu vois. De Jong, ça fait longtemps qu'il est au Barça, et pour le moment, par rapport à ce qu'il est censé être, et encore une fois, je parle même pas encore de son salaire parce que sinon ça serait des arguments contre lui et je vais pas utiliser ça, je vais parler uniquement du sportif. Pour le moment, De Jong, ce qu'il a apporté au Barça, c'est pas énorme hein, depuis qu'il est là. Il a été un bon joueur, il a été important par moment. Il y en a, ils vont me dire ouais, c'était le meilleur joueur cette année-là. Quand il y avait qui? Quand il y avait Memphis Depay dans l'équipe et Riqui Puig. Oui les gars, c'était peut-être le meilleur. mais c'est pas assez. De Jong est censé apporter, il fait partie des capitaines déjà. Donc il est censé vraiment aussi porter cette équipe, tu vois. Et c'est pas le cas. Ansu Fati, c'est un autre débat encore. Pour moi, c'est fini. Malheureusement, de ce qu'on voit et tout, je pense qu'il va falloir tourner la page. Ansu Fati, même s'il y en a qui l'ont tourné depuis bien longtemps, je sais, mais voilà. En tout cas, il est encore là au club, mais je pense qu'il va falloir tourner la page. Ensuite, on a Yanis, si la prochaine fois, exclue la frite de ton live avec ses vieux pronostics, s'il te plaît, il m'a vénère. Il n'y a pas de raison d'être vénère, Yanis. Il n'y a pas de raison d'être vénère comme ça. Faut arrêter.
Faut arrêter de se prendre la tête. On verra bien. Une défaite est une défaite. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin de la saison. Et pareil pour une victoire. Une victoire, c'est très bien, très positif. On est tous contents. Ça nous donne des émotions. Mais quand tu gagnes un match, tu ne gagnes rien. Sauf si c'est évidemment la finale de Ligue des Champions. Et là, oui. Mais un match là, comme ça, tu ne gagnes rien. Donc il faut juste profiter des matchs, des victoires quand il y en a. Les défaites, il faut voir ce qui n'a pas fonctionné et se dire que ça sera forcément mieux au prochain match. Et ainsi de suite. Il faut être un petit peu positif, les gars. Il y a eu beaucoup de négativité pendant des années. Moi, je suis sur YouTube. J'ai commencé avec Koeman, Supplice. J'ai commencé avec Koeman. Très rapidement, il a été viré. C'était la saison où il a été viré. Xavi est arrivé. Il y avait un peu d'espoir ou quoi. Et très vite, c'est retombé. Et il y avait tout le temps cette négativité. Tout le temps. Soyons un peu positifs, les gars, non? Ça ferait du bien à tout le monde, je pense. On serait dans un meilleur mood. Après, il y en a qui cherchent ça, qui aiment bien vivre dans cette négativité-là. Bon, moi, c'est pas forcément mon cas. Je préfère être un peu tranquille, mais bon. Donc, tranquille, Yanis. Pas besoin d'être vénère. Je n'exclurai pas la frite de mon live. Et c'est pas lui qui a pronostiqué, c'est moi. C'est lui qui m'a demandé à pronostiquer. Enfin, il m'a demandé de faire un pronostic. J'ai fait le pronostic. Et les autres pronostics étaient bons, en vrai. J'avais fait 2 pronostics avant contre l'Espagnol et contre l'Étoile Rouge. Et j'avais trouvé le nombre de buts qu'on allait mettre. J'avais pas trouvé le nombre de buts que eux mettraient. Mais j'étais plutôt pas mal. On dit jamais 203, bah la preuve que non. Ensuite, on a Kousman qui dit on se dispute le titre contre une organisation criminelle, soyons fiers d'être coulés. Soyons fiers d'être en... bon, écoutez, je sais pas, oui, on m'a dit, ça m'a fait un peu rire. Je vous avoue, j'ai répondu avec humour, comme je sais le faire. On m'a dit, ouais, t'as fait exprès de pas parler mais avec des majuscules, tu sais. Donc moi, quand on m'écrit des commentaires en majuscules, je les lis comme si la personne, elle criait. Je sais pas, c'est comme ça, mais je pense que je dois pas être le seul. Et donc on m'a dit, t'as fait exprès, en criant comme ça, de pas parler du penalty, machin. Bah j'ai fait exprès, oui, surtout que j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo. Enfin, c'était dans l'analyse, je crois, hier. Mais parce que je m'en fous, en fait. Moi, je lui ai répondu oui, parce que l'arbitre est mon oncle, et Tebas, c'est mon grand-père, un truc comme ça. Voilà, petite réponse tout en douceur. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'arbitrage? Qu'est-ce qu'on s'en fout On peut parler de l'arbitrage 50 ans, ça va changer quoi, les gars? On peut dire oui, on s'est fait aimer par l'arbitre. Parce que voilà, il y avait le pied, ils ont pris le mauvais truc. Oui, on a vu tout ça, on a vu toutes ces images. Mais que voulez-vous que je vous dise? Si la loi, les règles étaient respectées, on rejouerait le match. Le match serait annulé, comme ils ont pas fait ça en Belgique, je crois, ou en Suisse, je sais plus, vers là-bas. Et il y a eu un match qui a été rejoué. Je crois que c'est Belgique, hein. Bah, je sais plus. Enfin bref, il y a un match, il y a eu une erreur d'arbitrage et le match a été rejoué. C'était la première fois que ça arrivait dans l'histoire du football. En tout cas, moderne. Parce qu'après, je sais pas, dans les années... Voilà. Maintenant, on sait que ça n'arrivera pas, même si, voilà, c'est un petit précédent. On peut se servir, tu sais, quand ils font les avocats. D'après le procès de machin, bah là, c'est un peu pareil. Il y a eu un match qui a été rejoué après une erreur d'arbitrage. On pourrait demander à ce qu'il soit rejoué. Maintenant, on sait très bien que ça n'arrivera pas, les gars. On le sait. Mais moi, j'en ai pas parlé de l'arbitrage parce que dans mon analyse tactique, analyse du match, j'analyse le match. J'analyse pas le pied de Lewandowski, savoir s'il chausse du 45 ou du 72, tu vois. Ça servait à rien d'analyser ça, quoi. Tout simplement. Puis c'est des trucs on peut parler de l'arbitrage pendant 1000 ans. Ça changera rien au résultat. Et ça changera rien si on a montré sur le terrain. On n'a pas joué. Ça ne l'explique pas. Mais bon, soyons fiers quand même, oui, évidemment. Ensuite, on a Zemanka qui dit Bon dia, café. Bon dia. Le contenu est-il plus inquiétant que la défaite? Oui, pour moi, oui. Après, c'est pas inquiétant dans le sens où les joueurs vont se mettre à tout perdre, tu vois. C'est pas ça. Ce qui est inquiétant, encore une fois, pour moi, c'est on en revient à l'effectif et ce que disait la frite au début de la vidéo là, qu'on a une limite d'effectif, mais ça, on le savait. On a une limite en défense et en attaque. Au milieu, on a un peu de quoi faire. Avec les retours des blessés, on a de quoi faire. Après, il y a des milieux qui sont moins bons, qui sont moins au niveau physiquement. Ça apporte moins, voilà. Certes, Gavi qui est à peine de retour, qui joue quelques minutes, titulaire à faire souffler certains, ok, mais on a quand même un peu plus de choix au milieu. En défense, on a zéro choix. On a des remplaçants. Les remplaçants sont pas au niveau des titulaires, mais vraiment pas. Il y a une classe d'écart ou plein de classes d'écart. Voilà, et en attaque, c'est pareil. Les attaquants remplaçants sont pas du tout... Il y a un écart de niveau avec les autres attaquants titulaires. Il est trop grand. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est ce que j'avais dit au début de la saison, et c'est tout. Ça reste ça qui m'inquiète. Après, le contenu, il est mauvais. Mais est-ce que le contenu était mauvais parce que la tactique n'était pas la bonne, les choix des joueurs n'étaient pas les bons, ou parce que les
joueurs manqués. Peut-être un peu de tout. Ensuite, on a Victor qui dit « Est-ce si alarmant que tous les débriefs à chaud qu'on a entendus ici et là? Perso, je crois que c'est pas si grave. » J'ai regardé 0 débrief, je t'avoue. Ça, il faut le savoir. Il y en avait un, la dernière fois, il m'avait dit « Ouais, tu fais comme... C'était quoi? Bah j'avais plusieurs, il y en avait qui me disaient je devenais comme Lolito. Il y en a d'autres qui me disent tu fais des vidéos comme Massian. Bon, est-ce que je peux le prendre comme un compliment ou pas? Je ne sais pas. Mais généralement, quand on dit ça, c'est des critiques. C'est jamais positif. Mais je t'avoue que je regarde quasiment pas. Je regarde très peu de vidéos des autres. Les seuls que je regarde, pour être totalement transparent avec vous, et je regarde pas tout le temps aussi, les gars, désolé. Mais je regarde la frite. La fritelle parce que je soutiens, parce que c'est la frite. Et je regarde de temps en temps aussi Dave le D, qui est excellent. Et je regarde aussi après de temps en temps Wartalk. Et après, oui, de temps en temps, vraiment très peu, je regarde par moment Logito, Massian. Mais voilà. Mais là, en l'occurrence... Les débriefs à chaud, c'est vrai que je regarde très rarement. Je préfère regarder des contenus un peu qui changent de l'ordinaire chez les autres. Mais les débriefs à chaud, ouais, ça dépend des matchs, tu vois. Je vais aller voir par curiosité, voir ce qu'il se dit ou les avis des autres. Mais j'ai pris cette habitude de ne pas regarder ce que disent les autres pour pas me laisser influencer dans mes avis sur ma chaîne, quoi, tout simplement. C'est une habitude que j'ai depuis que j'ai commencé vraiment... ma chaîne. Avant de commencer ma chaîne, je regardais un petit peu ce qui se faisait et tout ça. Enfin, je regardais des débriefs, tout ça, ça m'intéressait. Et à partir du moment où j'ai commencé la chaîne, je me suis dit, je préfère avoir mon propre avis, donc je vais pas regarder ce qui se fait, quoi. Donc c'est une habitude que j'ai pris, voilà. Mais donc je sais pas si tout le monde a été alarmiste. Je ne sais pas, je t'avoue. Moi, je trouve pas ça forcément alarmant. Je trouve que il peut y avoir une inquiétude, encore une fois, sur l'effectif et la profondeur de banc. Mais dans le contenu, tout ça, et dans même les résultats et dans toute la saison, il n'y a pas besoin de s'alarmer non plus. Je pense pas. Ça peut arriver de perdre les matchs, les gars. Faut arrêter. J'ai l'impression que c'est vrai que c'est catastrophique la défaite, mais on perdra d'autres matchs dans la saison et l'objectif, c'est d'en gagner beaucoup plus pour arriver le mieux possible, quoi. Ensuite, il y a Adam qui dit pourquoi on joue autant de matchs à l'extérieur. Bah, on avait un petit peu demandé aussi à jouer un maximum de matchs à l'extérieur par rapport au stade qui est en travaux et de pouvoir jouer un maximum de matchs à domicile au retour du stade, de l'ouverture de stade, quoi, du Camp Nou. Voilà pourquoi. Ensuite, il y a Juninho qui dit si ça joue bien, c'est flic, et si ça joue mal, c'est les joueurs. Personne ne veut toujours flic. Moi, j'ai pas compris la dernière phrase. Bah, avant, c'était l'inverse. C'était quand on jouait bien, c'était les joueurs. Quand on jouait mal, c'était le coach. Bon. C'est simplement un constat. Ne me tombez pas dessus, c'est simplement un constat. Chacun a sa part de responsabilité, de toute façon, que ce soit le coach ou les joueurs. Les joueurs peuvent très bien être mauvais sur un match. Le coach peut très bien faire des mauvais choix sur un match et voilà, ça se passe mal. Et inversement, le coach peut très bien faire des très bons choix et tactiquement être masterclass sur un match. Avec en plus de ça, les joueurs qui sont très très bons dans le système de ce coach-là, tu vois. Maintenant, c'est vrai que pour certains, c'est dur à comprendre. Mais bon, peu importe. Dernière question. On finit en beauté avec Ali Mami qui nous pose cette question. On a trouvé, enfin je sais pas si c'est vraiment une question, mais on a trouvé un 11 magique, mais dès qu'il change, nos vieux symptômes, nos vieux démons réapparaissent. Ouais, ben c'est possible. Après, bon voilà, il y a des joueurs comme ça qui sont très importants dans certains effectifs, et quand tu les enlèves, tu vois direct qu'il manque. Que le joueur ait 17 ans ou qu'il ait 34 ans, il va y avoir un petit truc en moins, on va dire, dans le match, dans l'équipe, qui va faire qu'on va moins bien jouer. Si Lamine avait été là, mais t'avais enlevé ne serait-ce que Lewandowski ou même Rafinha, qui, même si c'est difficile de dire ça après un match aussi mauvais de leur part, mais en vrai, depuis le début de la saison, ils sont tous monstrueux. Donc il n'y a pas à retourner sa veste à dire parce qu'ils ont fait un mauvais match, se dire ouais, ils sont nuls, tu vois. Mais si t'enlèves, si tu mets Lamine Yamal et t'enlèves Lewandowski, je sais, on va me dire ouais, mais bah, ça aurait été moins mauvais le match, peut-être. Mais ça t'aurait quand même enlevé un truc. Lewandowski qui marque beaucoup de buts, bah peut-être qu'il n'y aurait pas eu de but non plus parce que il n'y aurait pas eu Lewandowski qui pèse sur cette défense, qui peut reprendre un but de la tête, ou avec sa chaussure qui était du pointure 72 qui fait un beau tir, tu vois. Peut-être que si t'enlèves Rafinha de cette équipe et qu'à la place tu mets Ansu Fati par exemple, une attaque Ansu Fati, Lewandowski, Lamine Yamal, ah, c'est très différent. Et l'activité, le volume de jeu qu'a Rafinha, Ansu Fati ne l'a clairement pas. L'agressivité avec le ballon pour attaquer les espaces,
surface, pour essayer d'attaquer tout court, faire des courses aussi, attirer les défenseurs, faire des courses dans la profondeur aussi, bah Raphinha le fait beaucoup, peut-être qu'Ansu Fati le ferait pas du tout. Donc on verrait vraiment la différence entre les deux. Donc il va y avoir un joueur qui va être très important, et derrière pour le moment on n'a pas de solution. C'est très clair de toute façon. T'enlèves Raphinha, tu mets Ansu Fati. La différence elle est flagrante. T'enlèves Lewandowski, tu mets Pau Victor. Là je pense que l'écart de niveau est trop élevé. Pau Victor, je trouve qu'il peut apporter des trucs, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est Pau Victor, c'est pas Lewandowski, tu vois. Dans un match de Liga comme ça, où il y a beaucoup d'agressivité aussi, en plus de ça, c'est difficile, il faut prendre ça en compte. Parce que dire on change un joueur et on en met un autre à la place, c'est facile. C'est toujours facile. Dire Pau Victor, si on l'avait mis à la place de Lewandowski, il aurait mis un doublé, tu vois. Personne ne dit ça, mais imaginons, on peut le dire, c'est facile de le dire. Mais la réalité du terrain, c'est que tu as des défenseurs qui sont ultra agressifs et qui, dès que Lewandowski a la balle, ils lui rentrent dedans, ils lui mettent une charge dans le dos, ils le défoncent, tu vois. Un mec comme Lewandowski, il a l'habitude de ça. Énormément l'habitude. D'ailleurs, il a des problèmes de dos maintenant. Mais Pau Victor, il a pas forcément l'habitude. Tu vois, il jouait en division 3 la semaine dernière, il fait des petites rentrées où il a un peu de place, il peut s'exprimer en fin de match. Mais démarrer un match comme ça où tu as très peu d'espace, où les joueurs adverses sont très agressifs, c'est différent encore, très différent sur le terrain. Donc oui, on a un 11 qui fonctionne très bien, mais derrière le problème c'est que l'effectif il est pas assez grand. Le banc n'est pas assez qualitatif en attaque et en défense. C'est clair. On sait qu'au milieu ça va, on a Casado, Pedri, Gavi, Frenkie, Fermin, Olmo. Ça va. On a Pablo Torre aussi, qui joue très peu, mais j'avais presque oublié. Ça va, tu vois. En soi, on est quand même assez fourni au milieu pour faire 2-3 trucs. S'il y a Pedri, c'est sûr que si t'enlèves Casado, Pedri et Olmo, les 3 sont indisponibles et tu mets les autres, ça sera moins bien, on va pas se mentir, on le sait. Il y a Eric Garcia aussi. Garcia, je crois qu'il va redescendre en défense dès qu'il va revenir. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Ce serait logique, vu qu'il n'y a pas de défenseur. Mais voilà, en défense, t'as personne d'autre. Si t'enlèves Baldé, tu mets Gérard Martin, les gars. J'ai pas envie de tomber sur Gérard Martin gratos. Mais on sait que c'est différent. C'est très différent avec Gérard Martin. Hector Forte, défensivement, il est moins solide que Koundé. Et puis derrière, si t'enlèves Koubarsi ou Inigo Martinez, t'as Dominguez actuellement. C'est difficile. C'est très difficile. Donc voilà, c'est ça. Donc obligatoirement, c'est sûr que si t'enlèves un joueur en défense ou un joueur en attaque, ça peut se voir très rapidement. On l'a vu, les exemples sont très clairs avec Gérard Martin quand il joue à la place de Baldé. Et là, par exemple, quand il n'y a pas Lamine Yamal, on voit directement la différence. Mais c'est comme ça, il va falloir être patient, retrouver ses joueurs à 100%. Bon, en attaque, on n'a personne, mais sur le banc de toute façon. Mais en défense, voilà, il y a Ronald, il y a Christensen qui vont pas tarder à revenir, j'imagine. Au bout d'un moment, il y a peut-être Garcia qui reviendra en défense aussi. Ça nous laissera un peu plus de choix pour faire tourner. Ça veut pas dire que les mecs sont plus forts qu'Inigo ou Koubarsi actuellement, mais il y aura plus de solutions pour faire souffler. Et les joueurs auront le temps de souffler et pourront faire des meilleurs matchs quand ils reviendront, tu vois. Ainsi de suite. Là, on n'a pas trop possibilité de faire tourner. C'est ça le problème. Mais ne vous inquiétez pas. Rien n'est catastrophique. Et puis voilà. Courage. Bonne trêve à tous. On se retrouve très bientôt pour une vidéo. Je sais pas quand je sortirai mon portrait de Tony Fernandez. Mais c'est sûr qu'il faut que je le fasse. Je l'avais déjà dit dans l'autre trêve, tout ça. Je l'avais pas fait. J'avais pas pris le temps. J'étais un peu malade. J'avais mal à la gorge. Je faisais que tousser, tout ça. C'était pas pratique pour faire des vidéos. Là, j'ai pas d'excuses. Voilà. Si je le fais pas, faudra me lyncher. Bonne journée à tous. Ciao.